Bon, d'habitude, les visites guidées, c'est limité à 25 personnes. Là, vous êtes un peu plus nombreux. Ce soir, je voulais vous raconter une histoire de famille. Alors, je vous rassure, l'idée n'était pas de raconter l'histoire de ma famille, je la trouve fantastique, mais bon, c'est vraiment pas le sujet ce soir. Ma volonté, c'était de vous raconter l'histoire d'une famille un peu particulière, dont j'ai fait la rencontre il y a 10 ans, lorsque je franchissais pour la première fois les portes du château de Gruyère. Je vous avoue, j'étais assez intimidé. Ma mission, à ce moment-là, c'était de développer les activités, mais aussi de mettre en valeur ce lieu emblématique pour les Fribourgeois, mais aussi pour les Suisses. Je me suis donc mis à découvrir l'histoire, à l'explorer petit à petit, et j'ai réalisé dans mes petites recherches qu'il y avait une partie de l'histoire qu'on négligeait un tout petit peu. On passait un peu rapidement dessus, en fait. J'ai commencé mes travaux par découvrir un peu l'histoire des comtes de Gruyère, qui avaient fondé cette bâtisse et qui l'avaient occupée pendant plusieurs siècles. Puis je suis allé à la rencontre des baillis fribourgeois, qui y ont siégé et administré la région aussi pendant quelques siècles. Et puis, je suis tombé nez à nez avec les descendants des Bovis. Les Bovis, qui sont-ils Je pense surtout à Jean Samuel et à Charlotte. Je suis un peu familier avec eux, mais bon, on se fréquente quand même depuis une dizaine d'années. Jean Samuel et Bovy, et Charlotte Elisabeth Bovy, née Chaudance, sont un couple un petit peu atypique. Lui est bijoutier à Genève, il frappe également la monnaie pour la cité. Elle, son épouse, s'occupe de la maison et de la société qu'ils accueillent. Tous deux sont un couple on ne peut plus ouvert aux idées progressistes. Vous la voyez, Charlotte, ici, sous cette représentation sur son portrait. Il faut vraiment vous méfier de son air, qui n'est pas du tout collémenté, au contraire. Le couple, constitué par Charlotte et Jean Samuel, sont vraiment des personnes très ouvertes aux idées de leur temps et aux idées progressistes. C'est d'ailleurs à l'aune de ces idées qu'ils fondent, en 1825, la colonie. Ils l'appellent comme ça. Ils fondent la colonie dans leur maison, à Champtepoulet à Genève, et cette colonie va perdurer avec ses descendants, avec qui j'ai fait un peu plus connaissance. C'est véritablement inspiré, disons, par les idées de Charles Fourier. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, Charles Fourier était un philosophe français, philosophe et utopiste, qui a développé une pensée autour de la communauté, de la vie en communauté, et il a décrit tout un système d'organisation sociale qui rejette l'exploitation industrielle, qui met en commun les intérêts des individus et qui l'organise en ce qu'il appelle des phalanstères. En ça, il est un peu le précurseur du socialisme. La pensée de Fourier a un certain succès, non seulement auprès des érudits, mais aussi auprès de quelques industriels. Et on retrouve notamment des phalanstères au nord de la France et aussi ailleurs en Europe. C'est donc dans cet esprit de vie communautaire que les Bovis fondent la colonie et que leurs enfants vont poursuivre. Leurs enfants, ils sont 8. Alors, je ne vais pas tous les énumérer, 8 c'est quand même nombreux, mais je voudrais attirer votre attention sur 3 d'entre eux. Oui, je n'ai que 18 minutes. Il y a d'abord Jean-François, dit John, c'est l'industriel. Il travaille dans la micromécanique et il a une entreprise de cadran pour les montres déjà, à la Chaux-de-Fonds. Il y a ensuite Antoine. Antoine est sculpteur et médailleur. Alors je vous le rappelle, papa et aussi son frère frappent la monnaie à Genève jusqu'en 1848. Il est formé à Paris, il y rencontre un grand succès, et on peut dire que ce succès, il le rapatrie aussi en Suisse, puisqu'en 1850, il frappe en fait la première pièce de 5 francs. C'est lui qui est le graveur de l'Helvetia sur les premières pièces suisses. L'expérience est répétée une deuxième fois, en 1874, où c'est à nouveau lui qui est retenu pour graver l'Helvétie, l'allégorie. Donc, vous l'avez peut-être encore dans vos poches, moi j'en ai une, juste ici. C'est toujours la pièce qui est en circulation. Et si vous regardez bien au pied de l'Helvétie, juste en bas, à gauche, il y a toujours la signature à Bovy. Ici, vous avez en fait ce qu'on appelle le stuc préparatoire. C'est en gros la preuve de démonstration. Et puis enfin, il y a Daniel. Daniel qui est peintre. Daniel est en fait formé à Paris, à l'atelier d'Ingres. Et Daniel
a en fait autour de lui tout un cercle de peintres genevois et parisiens. En 1849, les trois frères apprennent que le château de Gruyère est à vendre. L'État de Fribourg souhaite le céder pour en fait, diminuer les frais d'entretien. Et les trois frères décident de faire un petit détour de leur voyage de La Chaux-de-Fonds jusqu'à Genève. Ils passent par Gruyère pour visiter le château et découvrir la ville. Et là, c'est un petit peu le coup de foudre. Ils achètent le château. Comment font-ils? Tout simplement dans l'esprit de la colonie. C'est-à-dire que John réunit l'argent des différents foyers qui composent la colonie pour acheter ce château. Alors, s'ils achètent le château, c'est vraiment pas pour faire une opération immobilière, hein. D'ailleurs, hier comme aujourd'hui, je vous déconseille d'acheter un château, ça coûte beaucoup trop cher à entretenir, c'est une mauvaise opération. L'objectif pour les trois frères, en fait, le premier, c'est d'abord de trouver un lieu de résidence estivale, proche de la nature, dans une contrée considérée comme aux racines de la Suisse, un lieu primitif, non pas dans le sens sauvage, mais dans le sens premier, un lieu, en fait, pour quitter Genève, l'industriel, pour retrouver la paix, tout simplement. La deuxième volonté pour les trois frères, c'est aussi d'accueillir la colonie, qu'ils accueillent déjà à Genève, au château de la Boissière. Ce sont les artistes, les amis, tous ceux qui vivent avec eux, de manière longue ou de manière plus courte. Et pour les accueillir et surtout pour vivre cette expérience de vie communautaire et artistique, car dans la famille, tout le monde est un petit peu artiste. Entre les sculpteurs, les peintres, les dessinateurs, les graveurs sur médailles ou les peintres sur émail, bref, tout le monde y met un petit peu du sien. Il y a aussi un objectif, surtout pour John et pour Antoine, c'est en fait de remettre un petit peu de baume au cœur à leur frère Daniel. Puisque Daniel, le peintre, a subi un accident en franchissant le col du Simplon et pris dans une tempête de neige pendant toute une nuit, il en ressort paralysé et, comble du malheur pour un peintre, les mains également paralysées. Donc il ne peut pas exercer son art et on dit à l'époque, ils décrivent qu'il est dans un état de profonde mélancolie. Donc pour les deux frères, hein, c'est en fait aussi trouver un projet pour leur cadet, pour lui remettre du baume au cœur. Et c'est ainsi que Daniel va devenir le chef d'orchestre du réaménagement d'un château qu'ils achètent vide, tout simplement. Alors, si les Bovy achètent le château, on peut dire que le cercle qui les entoure, la colonie, participe également à l'installation. Il y a Madame Girardier qui offre des lots d'assiettes du Japon, il y a Monsieur Louis Bovy qui offre un encadrement de glace, il y a encore un conseiller d'État qui offre un grand plat rond en terre bleue anglaise. Bref, la liste est longue et la comptabilité est très bien maintenue par la famille. En gros, tout le monde contribue aux besoins de cette nouvelle maisonnée, de cette résidence d'été. Les villageois de Gruyère aussi participent, puisque en fait, ils viennent aider Daniel. Je vous le rappelle, il est diminué. On le trimballe un petit peu à travers le pays dans un véhicule que ses frangins lui ont concocté pour lui. Il traînait par deux ânes, donc ils s'en souviennent très bien. Et Daniel, il parcourt cette région parce que son projet, c'est aussi d'aller retrouver un ensemble de mobilier ici et ailleurs qui aurait été au château auparavant. L'idée est vraiment de découvrir et de retrouver tout cet ensemble pour redorer et pour retrouver le lustre d'antan de la demeure familiale. Donc ici, vous voyez, ils se baladent dans la campagne. Ce sont vraiment des bourgeois qui sont souvent accompagnés par des villageois. Donc, chaque année, la colonie se retrouve à Gruyère pour participer au réaménagement du château et pour élaborer les décors. À Gruyère, on peint, on dessine, on danse, on chante, on compose, on joue aussi des pièces de théâtre, il faut bien occuper la soirée. Des artistes confirmés viennent à plusieurs occasions, et certains viennent même plus régulièrement, pour justement échanger, participer à cette expérience de vie communautaire, mais aussi se répondre au moyen des pinceaux. Comme vous voyez ici, par exemple, dans le salon Corot, qui est un des salons les plus célèbres du château, plusieurs générations d'artistes vont mêler leurs effets sur la grille que pose Daniel. Donc,
Jean-Baptiste Camille Corot, le célèbre précurseur des impressionnistes, répond par une peinture à Barthélemy Mène, le peintre, et puis l'élève vient en dessous pour Francis Furet ou d'autres peintres viennent pour faire des guirlandes. Bref, c'est un travail véritablement communautaire. Plus haut, au deuxième étage, on s'affaire également, puisque le grand projet de Daniel est de retrouver l'âge d'or des contes de Gruyère. Et pour cela, il crée de toutes pièces une nouvelle salle, la salle des chevaliers, sur laquelle il décide de faire peindre tout un cycle de peinture qui raconte l'histoire des contes depuis la fondation mythologique par Gruyérius Ier, en allant jusqu'à la bataille de Morat, grandiose épopée, et tout en passant en même temps par quelques légendes, dont Jean l'Éclopé et la légende des chèvres. Ce n'est pas un projet anodin, c'est à la fois un projet collectif et c'est un projet qui va marquer nombre de visiteurs dès les années 1860. Des visiteurs viennent pour le découvrir. Et il va véritablement imprimer toute une imagerie de la Gruyère. Il va raconter sur ses murs l'histoire presque vraie de la Gruyère. Je voudrais revenir à 1825, à la fondation de la colonie par cette famille Bovy, Jean-Samuel et Charlotte. Il faut vraiment réaliser qu'à cette époque, c'était vraiment une première expérience. C'est une des premières expériences en Suisse qui est conduite de vie communautaire, de mise en commun des ressources, de mise en commun de vie et de foyer. Et en ce sens, on peut dire que la famille Bovy n'est pas seulement une famille, mais qu'elle fait famille, elle fait communauté, puisque très souvent autour d'elle, elle intègre des gens qui ne sont pas du même sang. La colonie est aussi un pôle d'attraction pour les artistes qui se joignent à eux. Et en fait, à Gruyère, on voit apparaître la première colonie artistique en Suisse. Il y en aura d'autres, mais il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour les voir apparaître. Il y a par exemple la colonie de Elsau, dans la campagne bernoise, dont nombre de peintres s'y retrouvent pour peindre la nature. Il y a aussi l'exemple du village Saviesan en Valais, où en fait nombre de peintres hors Valais se retrouvent à nouveau pour peindre la nature, la paysannerie, où il y a encore, par exemple, à partir de 1904, la communauté de Monteverita au Tessin, où une communauté étrangère s'installe dans un coin de nature. Ce qui est particulier avec ces colonies qui s'installent en Suisse entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, c'est que, en fait, ils sont tous en rejet de la modernité, de la ville industrielle, de la productivité. Et leur objectif, en retournant dans la nature, dans les zones rurales, c'est de retrouver une part de cette nature qu'ils vont décrire soit dans leurs écrits, soit dans leurs peintures, ou également dans leur musique. Ce qu'ils décrivent, c'est souvent la nature, la montagne, mais c'est aussi tout bêtement un paradis perdu, quelque chose qu'on n'arrive plus à retrouver. La deuxième génération d'artistes, je vous ai dit, les maîtres et les élèves viennent à Gruyère, vont poursuivre dans cette veine et vont continuer à raconter la nature glorieuse, les gestes héroïques des bergers et véritablement façonner à travers leurs œuvres, qu'elles soient pour des commandes privées ou pour des commandes publiques, ils vont façonner toute une imagerie typiquement helvétique. Et cette imagerie, c'est vraiment une imagerie qu'on utilise encore aujourd'hui. Elle est imprégnée en nous, elle nous entoure véritablement. Et pour cela, vous n'avez qu'à voir les campagnes touristiques ou certains discours politiques. Vous verrez que le paysan y est encore très souvent représenté. Mais toute aventure, aussi belle soit-elle, a une fin. Et celle de la colonie à Gruyère se termine véritablement à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. La colonie ferme, le château est repris par l'État de Fribourg, qui le rachète à nouveau. Et on peut dire qu'il y a une sorte de petite parenthèse enchantée qui se referme. Alors, je vous rassure, elle s'est refermée pour quelques années, mais elle a été réactivée depuis avec l'accueil d'artistes. Si j'évoque cette histoire aujourd'hui, c'est d'abord parce que c'est une belle histoire et parce qu'elle m'inspire. J'espère qu'elle vous inspirera aussi. Mais c'est aussi parce que je trouve qu'elle a un fort écho avec notre temps. Et qu'en découvrant l'aventure des Bovy, j'ai remarqué qu'il y avait des rapprochements que l'on pouvait faire avec la scène artistique aujourd'hui. En effet, depuis une dizaine d'années, on rencontre un essor des collectifs artistiques. Il y en a un très grand nombre qui prospèrent, ce soit en ville ou à la campagne.
mais ce sont toujours des micro-communautés qui s'installent dans des zones en marge, délaissées, soit délaissées par des zones économiques, soit complètement dans la campagne. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement entre l'exemple des colonies artistiques à la fin du 19e, qui quittaient la nature à l'ère de la révolution industrielle. Et je me demande si la révolution digitale que nous connaissons aujourd'hui depuis plus d'une dizaine d'années, depuis le début du XXIe siècle, n'influence pas aussi ces rapports. Alors la question que je me pose, et puis c'est ce que je trouve inspirant, c'est quand ça pose des questions, c'est de savoir que vont faire les artistes aujourd'hui de ces micro-communautés. Est-ce que, comme les colonies du 19e siècle, ils vont construire l'imaginaire de demain? Ça, je ne le sais pas, mais je suis curieux de le découvrir. Merci.